Allez, on fait une petite vidéo par rapport à la réception de la 2878. Donc j'ai flouté un peu le nom. Il s'agit d'une commande de 11 cartes, palier 1, donc pour 110 € hors taxe. Total 157,50. Alors, on va vous montrer les cartes de la commande. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, c'est des petites cartes. Donc c'est sûrement du grading de cœur. Il y a aussi le petit quatuor de Pikachu V-Union et un Dracofeu et un autre Dracofeu. Voilà. Donc on va mettre les gants et puis on va grader ça tranquillement. Les certifs sont prêts, ils sont là, je les ai déjà fait. Voilà. Donc go. Allez, je vais en faire quelques-unes avec vous directement. Ici on a un Kyogre, alors c'est un petit peu plus délicat à voir mais il y a un latéral, dans le sens où le côté droit est quand même beaucoup plus petit que le côté gauche et c'est suffisant pour impacter. Ensuite, corner, corner, ça va, ça va. Tac. Je vais quand même avoir besoin de la lumière plus près. Donc ici on a un point de série, un point blanc de série. Ce qui est, s'il y en a qu'un, ça va. S'il y en a deux, ça va. Par contre, il y a un petit point blanc sur le corner ici. Donc il y a un peu de traces. Et ça, c'est visible. C'est pas bon. On est sur 9,5. 9,5 au niveau. Alors après, niveau edge. La carte est parfaite sur le bac. Tac. Oula, pardon. Tac. 10. On va pouvoir laisser le 10+. Et la surface a l'air nickel sur le front. Alors. Ouais, ça va. Bon. Du coup, on est sur 10+. 10+. Donc c'est un 10, voilà, c'est un 10 très médium. Du fait des 10+, il l'a, mais après, il y a des meilleurs 10, je pense. Tac, on passe au suivant. Alors, il y a toujours aussi un autre problème de centrage. Là, il est même plus fort. Là, je pense qu'on peut voir assez facilement le latéral qu'il y a. Mais bon, c'est du français, hein, faut pas se leurrer. Les corners, on l'a respecté. Donc, c'est plutôt bien. Là, on a un point blanc qui va peut-être pouvoir partir. On va déjà faire les corners. Les corners sont parfaits. Un centering 9, coin 10+. Alors, est-ce qu'on peut l'avoir? C'est parti. Mais il reste quand même un reliquat. Ok. Donc c'est quand même pas mal. Carte est bien. Cette carte-là, le Vestar, des fois, il est. Enfin, j'en ai vu passer beaucoup qui étaient pas terribles. Celui-ci est bien. Donc, en fait, le petit reliquat qu'il y a du point blanc va invalider le 10+. Mais on va quand même pouvoir mettre le 10 sans trop de problèmes. Après, il y a des petits trucs là, mais c'est rien. Et on a un autre point blanc ici, par contre, qui ne partira pas. Mais ça va, de toute façon, on est sur le 10 de base, on va pas essayer de l'enlever, ça servira à rien, on passera jamais en 10+ dessus. Donc, je sais pas si on voit bien la carte. Et la surface a l'air parfaite aussi. Tac. Ok. Du coup, 10, 10+, et on a toujours le 10. Mais bon. Là, on est quand même plombé par les centering. Est-ce qu'on va avoir mieux? Ah, par contre, ça c'est de la carte V. La carte V, c'est pas dans le goupelin. N'est pas goupelin qui veut. Bon, pareil, on a un problème de centering encore. Ok, alors corner. Garde V, là on a quand même un peu de blanc, un peu trop de blanc. On va être un tout petit peu plus laxiste, mais ça n'empêche que je pense que c'est déjà trop, je crois. Je sais pas si vous voyez.
l'aspect crénelé qu'il y a là. C'est dur de voir par la caméra. Enfin bon, 9,5, 9,5. Ensuite, edge, donc déjà on a un point, on a 2 points, 3 points, des points ici. Donc ça c'est pas bon. Tac. Ouais, on a un petit truc au bout, mais ça va. La surface est nickel, rien à dire. Ouais, il y a peut-être un point là. Quand même qui devrait pas être là. On va valider. Donc de toute façon, on va être en dessous, on est sur un 9,5, 10. Pour un 9,5. Alors, un Majestic. Déjà, on est sur une carte X. C'est quand même un peu mieux. Le centrage est ok. On n'est pas parfait du tout, hein, mais bon, ce sera suffisant. Par contre, on a déjà un point corner ici. Mais bon. Tac. Et là, on a un gros point, une grosse pliure. C'est pas bon. Donc, 19. En edge. En edge, on a de la saleté, là. Un point blanc. Des petites griffures. Ça va, c'est pas. On est quand même pas. C'est pas dramatique, mais. Alors là, c'est un peu sur les X, c'est un peu traître. Je fais quand même attention parce que il peut y avoir des micro-rayures et c'est peu visible. Peu visible, donc. Mais sinon, c'est bon. 9,5, 10 plus pour un 9,5 de note finale. Allez, go. Bon, je fais encore la cinquième. Ah, merde. Je disais, je fais encore une avec vous, et après parce que l'écran, le téléphone me gêne un peu pour bosser, du coup je vais pas. Enfin, je peux le faire, mais c'est quand même plus chiant, je suis beaucoup plus penché. Ok, donc là le Sulfura il est relativement bien centré, c'est un peu mieux que le Majestic, mais c'est pas encore suffisant pour avoir le 10 plus centering. Le fameux Graal, là ça va pas le faire. Hop. Mais on est quand même sur un 10 plus, c'est quoi cette merde par contre? Ok, bah c'est impactant. Et après ici on a un gros trait, voilà, c'est pas terrible. Bon, du coup statement, on est sur du 10 centering et on est sur un 10 plus corner je pense. Donc là, voilà, on va essayer de mettre ça comme ça. Le dégât, donc le point blanc là de dégâts, il est un peu excentré par rapport au corner. Du coup, on va pas le prendre en compte. On va dire que le corner, ça fait quasiment un cercle. Et là, il n'est pas dedans. C'est assez important si vous faites du grading, de réfléchir un petit peu à quelles sont les zones. Parce qu'il y aura toujours des rayures qui vont chevaucher les edges et la surface. Il y aura toujours des points qui seront proches, on va dire, des corners, mais aussi en même temps plutôt des côtés. Donc c'est aussi assez important de définir la zone, comment on fait. De toute façon, on sait qu'il y a un gros sujet sur le edge à côté, donc euh, on va pouvoir quand même positionner la note max sur le corner. Et c'est important, enfin surtout dans notre modèle, parce que, comment dire, nous on donne le 10 plus, il n'y a pas de problème. Alors que là, si on impacte ça sur le corner, on passe de 10 plus à 9,5 directement, alors que le edge vont prendre cher, donc on va essayer de faire ce qu'il faut. Mais de toute façon, là, la question se pose pas vraiment, parce que c'est vraiment trop loin du corner pour vraiment penser le positionner dessus, quoi. Bon, allez, parti, on passe au edge. Le edge, il est quand même bien fat ici, là. Tac, tac, tac. Ça, c'est quand même pas mal. Et on va mettre le point ici en edge. Donc là, ça va être un. Peut-être que 8, ce serait déjà bien. En fait, ce serait quasiment un. Enfin, on pourrait mettre 8,5, mais même.
Et comme il y a le point en plus, on va être sur 8 plutôt. Ça me paraît quand même plus logique. Et après en surface, c'est nickel. Et c'est nickel. Ok. Bon. Moi j'aimerais bien mettre des notes meilleures que ça, mais c'est compliqué là. Donc j'ai 10, 9, 9,5. Tac. Donc là, j'ai envoyé les fichiers sur le PC, j'ai envoyé les fichiers maintenant sur le logiciel pour pouvoir imprimer. Donc normalement, tout est bon. Donc c'est un logiciel pro Bartender pour pouvoir faire les étiquettes. Du coup, copie 1, on veut les étiquettes de 1 à 20, même si on n'en a que 11. Et on balance, et du coup la bête qui est là va pouvoir nous cracher les étiquettes. Oui, on a mis un bandeau parce que comme ça les étiquettes bougeaient pas trop, mais au final ça sert un peu à rien. Là, il faut que je clique une deuxième fois. Voilà, donc on attend, on veut nos 11 étiquettes parfaitement. Donc le montage il a été fait un petit peu à l'arrache, mais au final c'est stable et ça permet d'avoir une hauteur par rapport au sol qui est suffisante pour que les étiquettes touchent pas le sol, enfin quasiment pas quand on en fait 20 par 20 quoi. Parce que sur les grosses séries c'est long des fois d'imprimer les étiquettes et on veut en imprimer quand même le max. Après, il y a quand même une problématique, c'est que l'imprimante est assez haute et il y a de la maintenance à faire. Donc on peut pas non plus se permettre de la mettre à 3 mètres du sol. Il y a quand même besoin de la gérer. Bon, ok, il a imprimé notre bandeau. Tac, avec une demande, ça va être quand même plus... Hop, tac, c'est bon. Donc là, les étiquettes sont encore... je viens juste d'imprimer, donc il faut les manipuler avec attention. Et puis après, on va plier ça, préparer les boîtiers, et puis sceller les cartes. Donc, j'ai posé les étiquettes. Donc là, il n'y en a que 11, donc j'ai pas besoin d'utiliser le fil à linge pour les faire sécher. En plus, je vais me débrouiller pour les plier relativement vite. C'est assez important que ça sèche quelques minutes. Après, si ça sèche déjà 2 heures, c'est le top. Mais au bout d'un petit quart d'heure, on peut vraiment déjà commencer à plier les étiquettes sans trop de problèmes. Donc là, je fais avec la caméra, je fais des mouvements pour voir et tout. En fait, je check vite fait s'il n'y a pas une erreur grossière que j'aurais pu détecter si jamais, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, une impression qui déconne. Parce que grosso modo, c'est quasiment le dernier moment où on va regarder les étiquettes. Après, on va pouvoir comparer avec les cartes quand on va les positionner pour les mariages. Mais c'est quand même à ce moment-là où on peut regarder s'il y a un bug. Comme on utilise des bases de données, bon, c'est très rare, mais ça peut arriver. Par exemple, il y a une édition du jeu One Piece qui existe aussi dans le jeu Yu-Gi-Oh! Et donc là, on pourrait se retrouver, si on fait pas gaffe, à avoir une carte One Piece qui est taguée Yu-Gi-Oh! Quoi. Donc, bon, là, c'est que du Pokémon, c'est déjà fait, refait, mais voilà, c'est juste les trucs qu'il faut avoir en tête. Parce que mine de rien, notre base de données Excel, c'est je sais pas, c'est 6000 éditions différentes, un truc comme ça, quoi. Donc il peut y avoir des petites couilles. Ouais, je vais plier. Et voilà, donc la préparation des boîtiers est finie, j'ai fait le mariage. Donc c'est simplement de mettre la carte avec l'étiquette qui correspond. Et puis, voilà, c'est pas mal. Et là, on voit d'ailleurs qu'il y a un problème. Il a été permuté. Ah bah oui, c'est parce que c'était la carte double face. Bon bah tiens, justement, j'ai vu ça. En dehors de ça, bon, les notes sont pas si mauvaises que ça. Enfin, il y a beaucoup de 9,5. Il y a 3,10, mais il n'y a pas une erreur, il n'y a pas un 8, il y a pas un sujet, quoi. Donc, c'est plutôt bien. Donc, on va mettre les capots et puis on va sceller. Allez, c'est parti. Puis on va permuter le DRAC. Ça veut dire que le certificat ne correspond pas. Il faudra aussi faire les doubles certificats. Bon, ça arrive. Après, bah, c'est mieux d'envoyer une carte par top loader. Ça évite justement ce genre de truc. Donc la presse, bon, elle fait un peu de bruit juste comme ça, c'est à cause du compresseur qui est dessous. Donc il faut allumer les gaz, allumer l'ordinateur, allumer la presse, ajouter la pression, et après on peut sceller. Donc ça, la mise en place, elle dure, enfin elle est instantanée. Si on veut décider de sceller en 5 secondes, c'est fait. Du coup, j'ai fait un setup là avec le porte-téléphone. Je vais voir ce que ça donne si je mets comme ça. Tac. Hop. Allez, c'est parti. Tac. On fait chauffer. On met un peu de filtre. Tac. Et on scelle.
c'est strident, je sais pas si ça se transcrit bien via téléphone interposé, mais c'est quand même assez puissant. Et oui, du coup, donc, au niveau sécurité, donc la soudeuse elle est parfaite. Enfin, moi j'ai toujours voulu avoir un truc comme ça parce que pour faire sceller, il faut utiliser les deux mains. Il faut utiliser les deux mains pour faire deux boutons de pressoir. Et je sais aussi qu'il y a des systèmes où on peut faire la presse avec des commandes à pédale, mais en fait c'est un peu dangereux quand même. Donc, euh, donc j'aime bien ce système-là. Enfin, ça n'a jamais posé de problème. On a fait des règles de sécurité. De ce point de vue-là, c'est plutôt agréable. Ça, on se pose pas trop de questions. Tac. Hop. Allez, on sait. Yo, yo, yo. Et c'est pas... Bon, on va peut-être pas tout mettre dans la vidéo. Il me reste encore 5 ou 6. Mais voilà. Donc je vais finir et puis je remonte sur le PC pour la suite. Ciao, ciao. Yo, re. Donc, du coup, je viens de finir de sceller. Je suis allé chercher les certifs. J'ai les team bags. Donc là, on va passer à l'habillage. Donc, l'habillage, c'est pas forcément le truc le plus génial à faire. C'est tout simplement de mettre la carte, son certificat, dans un petit team bag comme ça. Comme ça, on peut manipuler la carte sans foutre du gras ou des pattes de doigts sur les boîtiers. Et au moins, le certificat, on sait où il est. Alors, ça pose un peu problème quand on veut montrer les cartes, montrer le dos des cartes, etc. en ligne. Mais en fait, pour livrer les cartes, c'est un standard qu'on a mis en place et qui correspond bien, en fait, au truc, quoi. Donc, enfin, quand on voit comment font payer les gens qui vendent des team bags, c'est quand même un peu bâtard, quoi. Mais bon, bref. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais parler un peu de la presse, le fait de sceller. Donc sceller ou de pas très longtemps, ça devient assez facile. Après, il y a aussi des trucs que j'ai pas montré à l'écran, mais on fait quand même un sandwich entre la partie supérieure et la partie inférieure du boîtier. Et on peut aussi bouger les cartes. C'est aussi largement possible de bouger les cartes. Et il y a des rails de protection pour éviter que les cartes bougent. Ce qui veut dire que s'il y a du chevauchement et qu'on scelle sur du chevauchement, on peut détruire la carte. C'est complètement possible. C'est arrivé, je crois qu'on a fait 6 destructions de cartes. C'était de l'interne principalement. Moi, je crois qu'on n'a jamais fait... Si, on a peut-être fait un Sharpedo une fois. C'est une carte transparente. Donc voilà, c'est un peu spécial comme truc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible. Donc il faut quand même avoir un petit niveau de vigilance pour éviter qu'il y ait de la destruction. Après, il peut y avoir de la casse. Donc, de la casse, c'est tout simplement on scelle et par exemple, il y a une fissuration qui se fait sur un bout de boîtier. Et dans ce cas-là, bah, c'est pas conforme. Donc là aussi, le fait de faire le team bagging, l'habillage des cartes, c'est un bon moment pour regarder si la carte correspond, s'il n'y a pas un problème sur la standardisation. C'est assez rare que ça arrive. En général, on sait qu'il y a eu un problème au moment du scellage. Mais ça n'empêche que des fois, il peut y avoir une fissuration qui est quasiment invisible. Et dans ce cas-là, il faut décaisser la carte et recase, quoi. Mais c'est relativement anecdotique. Après, au niveau de la presse, comme je disais, c'est quand même assez sécuritaire la façon de faire. Ça n'empêche que si vous êtes plusieurs, il faut quand même qu'il y ait des règles de gestion de la machine. C'est-à-dire, s'il y a un opérateur, c'est lui qui scelle, c'est lui qui décide quand il doit sceller, et c'est lui qui doit protéger les autres pour pas qu'ils s'approchent s'il y a besoin. Bon, voilà, après, protéger les autres, c'est un peu un grand mot, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a des règles à avoir sur les opérateurs, enfin, sur la machine, parce que ça peut pincer assez fortement les doigts quand même. Donc, faut faire quand même attention à ça. Après, niveau productivité, bah, je sais pas, vous avez dû voir, j'ai fait quelques scellages dans la vidéo tout à l'heure. On peut sceller très vite. Hein. Et encore, on peut aller, enfin, si vraiment on est chaud, on peut aller vite. Mais voilà, il faut quand même faire des petits points de sécurité sur comment sont positionnées les cartes pour éviter qu'il y ait la moindre destruction. Et si jamais il y a des gens qui sont en mode comment on fait pour sceller,
Bah, cette solution-là est quand même vraiment adaptée. Heureusement, nous, on a acheté directement une machine qui faisait le taf. Donc ça, c'est cool, puisque apparemment, de ce que j'ai compris dans le milieu TCG, il y a quand même une société de gradation qui a dû changer son parc de machines. Et c'est un investissement qui est colossal. Donc c'est quand même cool que ça marche bien. Et puis ça peut, comme je disais, ça peut aller assez vite. Après, il faut quand même. Enfin, la structure qu'on a, elle est plutôt bien, mais le fait de sceller et d'envoyer des ondes de micro-ondes, enfin de l'ultrason, etc., il peut y avoir quand même du recalibrage à faire de temps à autre. En général, quand on recalibre et qu'on est bien, on peut faire 3, 4, 5 000 scellages sans qu'il y ait le moindre truc. Et après, il peut y avoir un petit décalage qui fait que bah, c'est moins joli, c'est moins beau, ou ça scelle un peu moins fort qu'avant. Donc nous, on a choisi quand même de faire un boîtier qui est robuste, mais avec un scellage qui est faible sur un côté, de manière à ce qu'on puisse décase les cartes sans trop de problèmes s'il y a besoin. Et ça, c'est un truc qui est bien, quoi. Parce qu'en fait, on part du principe que les gens ils vont prendre soin de leurs cartes, donc c'est pas grave s'il y a un côté qui est faible, parce que ça permet, au niveau sécurité, si on veut des cases, on peut des cases. Donc il faut quand même mettre des lunettes de protection, etc. Mais c'est pas des trucs où on doit y aller à la perceuse avec un pied de biche pour récupérer une carte qui fait 2 grammes. Bref, bon, du coup, team bagging fini. Donc là, il y a l'équipement qui a servi à l'expédition de la commande que je vais renvoyer. J'ai la facture et je peux prendre les cartes et directement faire mon colis. Voilà. Bon, une fois que ce sera fait, je reviens vers vous. Oui! Et voilà, dernière étape. Donc, preparing to ship. Donc, la commande est prête. J'ai donné le suivi. Et donc, voilà, normalement, j'ai plus rien à faire. Une fois que c'est fini, enfin, une fois que c'est parti, c'est parti. Voilà. Et j'ai mis en gros pour pas qu'il y ait les noms qui apparaissent. C'est normal. Sinon, c'est pas aussi gros. Vous en faites pas. Bon voilà, la commande est finie, prêt à poster. Voilà, enfin débarrassé de cette petite commande de cartes. J'espère que ça vous a plu de regarder un petit peu Beyond the Scene, tout ce qui se passe pour grader la carte. Ce que je vais faire vite fait, c'est faire l'exercice un peu pour vous montrer la renta, si je puis dire, de l'activité. Au moins faire un peu le bilan financier. Donc la commande c'est 157, mais bon après les frais de port on s'en fout, donc c'est une commande de 132 en fait. TTC. TTC, donc on est à 110 hors taxe. Voilà. Donc qu'est-ce qui est détruit dans l'exercice? Eh ben, on va perdre tout ce qu'il faut pour grader les cartes. Donc, un boîtier à 1,80 €, de l'encre un peu pour faire les étiquettes, des certificats, des team bags, une boîte pour renvoyer. Donc, bah, ça fait 2 € par carte. Donc, ça fait x 11. Plus un peu d'encolisage, environ 1,5 €. Parce qu'il y a la boîte, je sais pas si vous avez vu sur la photo, il y a la boîte dans laquelle on met les cartes qui coûte un peu d'argent. Donc on est sur 23,50 €. 23,50 €. Tac. Sur 110. Donc je vais pas faire le calcul TVA TTC, je prends juste hors taxe. Donc c'est quand même un peu de frais. Après, donc si on fait 110 moins 23,5, ça fait que on récupère, bon allez, de tête, 13,5, 86,5. Bah, ça fait ça, 86,5, on va dire. Des fois, je vais vite en besogne, du coup, j'ai un peu du mal. Donc, la question, c'est combien de temps? De temps. Tac. Alors, donc la première étape, c'est déjà l'identification. Donc, on va dire la réception, mais la réception, je la compte même pas. Bon, allez, vas-y, réception, on va dire 2 minutes. Le temps d'ouvrir le paquet, de récupérer la commande, de cliquer comme quoi on a reçu la commande. 2 minutes. Après, le plus long, enfin l'étape d'après, l'identification.
Identification. Donc, quand je dis identification, c'est la création de l'Excel où on met le nom des cartes, leur série, leur extra. Donc, c'est juste ça, cette partie-là d'identification. Et là, sur 11 cartes, comme c'était très facile, parce que c'était du Pokémon qui était très connu, il n'y avait pas d'histoire de promo, il n'y avait pas d'histoire de machin, il n'y avait pas de first aid, il n'y avait pas de carte métal, il n'y avait pas de trucs un peu chiants et tout. L'identification était très rapide, et on peut compter peut-être 30 secondes par carte, 40 secondes par carte. On va dire donc x 11, ça fait allez, 40 secondes par carte, ça fait 440 secondes, ça fait 5, ça fait 7 minutes. Allez. Et voilà. Et donc ça, c'est ce qui va se passer pour l'externe. Mais si par exemple vous devez faire de l'interne, faire une commande spéciale ou si vous faites de la commercialisation de cartes, vous avez la main sur ce que vous gradez. Et donc dans ce cas-là, l'identification, ça peut être, je sais pas, si vous avez 10 cartes que vous aimez bien, qui vous paraissent porteuses, bah vous pouvez les mettre en x10, quoi. Donc enfin, faut faire une fois l'identification et après CTRL-C, CTRL-V. Donc vous pouvez faire un listing de 100 cartes, pas de 100 cartes en 5 minutes. Enfin, c'est moins long de faire 11 cartes aléatoires que de faire 100 cartes qui sont identiques. Enfin, quand il y a des doublons, quand vous avez la main sur le choix, ça peut aller vraiment beaucoup plus vite que ça. Ensuite, bah, donc, du coup, une fois qu'on a identifié les cartes, le grading en lui-même. Sur la vidéo, j'ai pris un peu de temps et tout. Vas-y, si on est large, on va dire 15 minutes. 15 minutes. Et encore, là, on est sur du grading français. Il n'y a pas spécialement, enfin, c'est pas big deal ni rien. Il n'y a pas de trucs spéciaux. C'est limite plus long que d'autres TCG. Enfin, moi, j'ai fait pas mal de grading One Piece dernièrement. Je peux vous dire que grader du français qui est un peu circulé, c'est chiant. C'est chiant. Parce qu'il n'y a pas le petit waouh, quoi. Il n'y a pas l'effet waouh, quoi. C'est genre. Enfin, on va à la recherche des dégâts et souvent on trouve preneur, quoi. Donc c'est chiant. Il n'y a pas le petite ambiguïté de savoir est-ce que la carte est parfaite ou pas, quoi. Ce qui est quand même un peu. Au bout d'un moment, quand vous gradez les cartes, je pense qu'il y a quand même ce truc de à quel point ce que j'ai en face de moi est bien fait, quoi. Donc cette histoire-là, elle existe. Bon, bref, je m'égare. Grading. Donc ensuite, mariage. Mariage, donc mariage, prépa, boîtier. Parce que là, vous avez pas vu, mais parce que j'en avais déjà de près, mais faut quand même sortir. Vous recevez des boîtiers, donc ils sont sous forme de carton, faut les sortir, faut les mettre ensemble. Ils sont pas forcément nickel propres, donc faut aussi faire de la maintenance pour souffler, enlever la poussière ou peu importe les nettoyer d'une façon ou d'une autre, ce qui prend un peu de temps. Après, il faut préparer les boîtiers pour pouvoir accueillir les étiquettes et il faut plier les étiquettes. Donc ça prend aussi quand même pas mal de temps. Donc sur l'espace de 11 boîtiers, c'est dur à dire, mais avec le pliage d'étiquettes, je dirais pareil, au moins 15 minutes, 15 minutes pour 11 cartes. Hein. Je dirais 15 minutes pour 11 cartes. Parce qu'il y a plusieurs étapes si on faisait vraiment le descriptif détaillé par détail. Après, il faudrait limite minuter et tout. Mais le fait aussi qu'il y ait plusieurs étapes, ça prend du temps parce qu'on fait une chose, puis après on doit aller faire un autre truc, puis un autre truc, puis un autre truc. Donc il n'y en a pas des millions des étapes non plus, bien sûr, mais voilà, il y en a quand même quelques-unes. Donc ça peut prendre un peu de temps. Après, donc le scellage, je mettrais allez, 8 minutes. 8 minutes pour le scellage. Ensuite, donc le mariage, enfin habillage de 11 cartes, je sais pas, 4 minutes. Habillage, de point 4 minutes. Et ensuite, bah, on a fini dans le sens où il n'y a plus d'interface atelier. Et là, on repart sur l'aspect commercialisation et donc expédition. Donc pour l'expédition, là, j'ai fait, si je prends en compte le fait de faire le colis, machin et tout, je dirais, expédition, je dirais, allez, peut-être entre 4 et 5 minutes. Et je vais rajouter, je vais quasiment, ouais, je vais mettre entre 4 et 5 minutes. Je vais mettre 9 minutes. Parce que il faut aussi comptabiliser le fait qu'une fois qu'il a l'étiquette sur le colis derrière moi, il n'est pas expédié, il faut aller à la poste. Donc là, c'est aussi, on est obligé de faire du management, enfin pas du management, de commuter le fait de faire d'autres envois et d'avoir d'autres envois pour dire,
ok, si tu as 10 colis et que tu vas à la poste en 20 minutes, bah, ça fait 2 minutes par colis, quoi. Donc voilà, on est obligé de partir du principe, parce que sinon, je vais rajouter, peut-être, moi, aller à la poste tout seul, ça me prend 25 minutes. Donc je vais pas rajouter 25 minutes sur l'expédition pour cette commande, ce serait abusé, quoi. Voilà. Donc on va faire le total. Alors, 2 plus 7, 9, plus 30, 39, plus 12, 51, 60. Bon, voilà. Ok. Ça tombe pile, mais c'est pas du tout, c'est pas du tout préparé. Ouais, je vais recompter comme parce que des fois c'est bizarre. En bas, ça fait 13, ça fait 21. Plus 9, ouais, ça fait 60. Non, ok. Donc, donc une personne, 60. Une personne peut traiter en 1 heure 11 cartes. 11 cartes. En carte. 11 cartes. De A à Z. À Z. Voilà. Donc déjà, au moins, on a une métrique. Voilà, je me suis mis en plus gros, comme ça, je me vois mieux. Du coup, on est sur du 85 €, mais c'est 85 € pour la société. Attention, c'est pas pareil. Ça change des choses. Bref, donc là, on a quand même une valorisation du travail qui est haute. Enfin, on va pas se leurrer. Générer 85 de profit par 1 heure de travail. Bon, voilà, maintenant, il faut contextualiser plusieurs choses. Première chose, c'est que cette commande, elle est un peu particulière dans le sens où elle est plutôt bien. Enfin, commander 11 cartes, on voit qu'on arrive à traiter ce type de commande assez rapidement. Enfin, en 1 heure, c'est possible. Mais par contre, si on avait une commande de une seule carte, donc qui rapporterait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, on aurait aussi la réception qui durerait quand même sans doute 2 minutes, l'expédition qui durerait à peu près autant, et ainsi de suite. Et en fait, même une commande de une carte, je pense que c'est quand même délicat de traiter ça en moins de 20 minutes. Peut-être 18, mais bon voilà, on peut pas en faire non plus à la chaîne, enfin ce type de commande-là, ça prend quand même pas mal de temps. Et si on part du principe qu'une commande de une seule carte, ça prend 20 minutes à traiter, bah, ça rapporte 11 fois moins, donc ça rapporte 8 €. Donc si on est sur des commandes de une seule carte et qu'on en fait, mettons, 3 en 1 heure, ce qui est peut-être possible, voilà, peu importe, mais on doit être dans ces eaux-là, et bah ça rapporterait que, donc là on serait sur un ratio de 90, ça rapporterait 27 € à la société, on va dire, à la louche, quoi. Donc le fait d'avoir une commande qui est quand même un peu dodue, même si elle n'est pas non plus énorme, ce qui permet aussi de sortir de la rentabilité par rapport au travail. Bon. Deuxième chose, c'est le type de travail. Donc là, et aussi plus antériorité. Merde, j'ai du mal à écrire. Antériorité. Faut que je fasse gaffe parce que ça écrit, je me cache aussi. Donc le type de travail. Là, pour voir tout ce schéma de job que je viens de montrer en 1 heure, faut maîtriser quand même les logiciels, faut savoir ce qu'on fait, faut gérer l'identification des cartes, faut être capable de le faire. Ensuite, faut aussi être capable de faire des expéditions. Parce que même si c'est un peu basique de faire des expéditions, etc., c'est quand même un point assez critique du business. Parce que si on renvoie les cartes ailleurs que dans la petite boîte aux lettres du propriétaire des cartes, par rapport à toute la Terre, et ben en fait, on se met pas bien. Donc faut faire attention à renvoyer les cartes aux bonnes personnes, avec les niveaux d'assurance qu'il faut s'il y en a besoin, en faisant les formalités douanières s'il y en a besoin, en faisant un packaging adapté, etc., etc. Donc ça, c'est aussi un métier qui, peut-être que sur la fiche, ça prend 5 minutes, mais ça n'empêche qu'il doit être bien fait. Et à côté de ça, il faut aussi, dans ce schéma-là, être habilité par la société à grader des cartes. Et ça, ça tombe pas des nues, quoi. On s'improvise pas gradeur. Enfin, en tout cas, chez CGG, on ne s'improvise pas gradeur. Donc, faut maîtriser le modèle, en avoir fait déjà pas mal, avoir été contrôlé. Enfin, faut faire une format qui est quand même, comme le modèle de gradation est sans doute la chose qui a le plus de valeur dans la société, on peut pas non plus se permettre de le laisser n'importe comment, quoi. Et après, on a ce que j'appelle l'antériorité. Donc l'antériorité, c'est ok, là maintenant, actuellement, on peut traiter cette commande de 11 cartes en 1 heure, mais on a fait des centaines, voire même des milliers d'heures de boulot avant
pour maîtriser les trucs techniques de la presse, que ça scelle bien, que les boîtiers soient adaptés, que les logiciels fonctionnent ensemble, que les numéros d'immatriculation soient bien renvoyés sur Internet et qu'elles soient disponibles et qu'elles donnent les bonnes informations par rapport à la carte qu'il y a dans le boîtier, etc., etc. Et donc, en fait, il y a un nombre d'heures qui a été mobilisé pour pouvoir atteindre le niveau actuel de traitement qui n'est pas du tout à négliger, quoi. Enfin, c'est aussi... donc c'est pour ça que cette antériorité du travail, peut-être qu'elle a déjà été payée et tout, mais elle mérite salaire. Donc ça veut dire que la société, juste pour elle-même, elle doit capter une partie de l'argent. Et il y a aussi, bon, on va dire les amortissements et l'usure des matériaux qui doivent être pris en compte parce que, je sais pas, si ma presse, elle fait 1 million de grading, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait un scellage, on perd un millionième de la valeur de la presse. Donc, c'est une petite somme peut-être, mais ça n'empêche qu'on la perd. C'est pareil pour les ordinateurs. Un ordinateur, ça dure combien de temps? Mon imprimante, elle dure combien de temps? Quand on l'utilise, finalement, on l'use et on perd une partie de l'argent qui a été investi sur ce genre de truc. Donc, c'est dotation d'amortissement. Bref, bon, je vais revenir un peu dans le sujet. Donc voilà, donc là maintenant on a le temps, je vais passer une autre feuille pour un peu plus de place. Maintenant, il faudrait qu'on parle de simplement comment obtenir des commandes. Parce que le problème, c'est ça. Ah oui, parce que si j'avais un boulot qui payait la boîte 85 € de l'heure et que j'avais juste à travailler comme ça, bah ce serait pas mal. Enfin, je pourrais potentiellement, je sais pas, faire des choses, me payer par exemple. Donc ça pourrait être pas mal. Mais en fait, la réalité, c'est que avoir du métier pur à faire, eh ben, il y en a pas autant qu'on veut et on n'est pas assez connu en tout cas pour avoir suffisamment de commandes pour pouvoir faire, je sais pas, 50 heures de grading sur commande à la semaine, quoi. On est beaucoup moins que ça. Donc ça veut dire que dans l'argent qu'on gagne sur une commande, il faut soit qu'on en dépense, soit qu'on mobilise du temps pour essayer de trouver des nouvelles commandes. Par exemple, en faisant des vidéos YouTube. Donc, si je dis, pour avoir une commande de 11 cartes, il faut que je travaille, mettons, 5 heures, ce qui est peut-être le cas, je sais pas, ça veut dire que cette commande, elle est traitée en 6 heures, et non en une. Donc, si on part là-dessus, bah, tout de suite, le rack horaire, le taux horaire du travail, il est beaucoup moins bon, quoi. Vraiment beaucoup moins bon. Parce qu'en grosso modo, on divise par 6, tout simplement, la somme, et 3 fois 18, on est sur... Moi, je vais faire la calcul. C'est la merde. C'est le matin et tout, je suis pas réveillé. Hop. Enfin, je suis pas encore très réveillé. Allez, 85 divisé par 6. La division, j'ai du mal. Ça fait 14,16. 14,16. 14,16. Putain, le point virgule, c'est chiant. 16 € de l'heure. Bah, désolé les cocos, mais 14 € de l'heure, c'est pas terrible, quoi. Parce que le SMIC, on est déjà au-dessus, quoi. Donc ça veut dire que si on est sur ce ratio-là, bah en fait, on est payé au SMIC. Donc, à condition de réussir à trouver des commandes, parce que la fois où vous trouvez pas de commandes, bah vous êtes en dessous du SMIC, et donc bah vous gagnez pas beaucoup d'argent de l'heure, ce qui est le cas d'énormément de sociétés qui font des travaux sans compter leurs heures, et de 4 millions, je sais plus, d'autres entrepreneurs comme je suis et j'ai été, qui travaillent, qui font du sous-travail, c'est-à-dire que ils sont pas du tout rémunérés sur le modèle des fonctionnaires ou des salariés dans les grandes boîtes. Parce que y a quand même une grosse proportion des gens, une proportion non négligeable de personnes qui ne souhaitent pas se faire gueuler dessus par la manager et qui ne souhaitent pas faire carrière dans l'administration. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule très gentil. Bref, du coup, on avance un peu notre cas d'école. Donc la question, c'est comment avoir des commandes. Voilà. Et donc là, c'est un gros sujet parce que CGG a commencé donc juste après le Covid. On était très très nombreux à arriver sur le marché de la gradation juste post-Covid.
Donc on a joué des coudes, il y a énormément d'acteurs qui sont partis du marché parce qu'en fait c'était des tapissiers ou des cuisiniers qui connaissaient pas forcément grand chose dans les cartes. Et aussi il y a aussi quand même un gros sujet sur le matériel et la façon de procéder. Parce que moi j'ai quand même fait beaucoup de process avant et ce que je vous ai présenté là de traiter 11 cartes en 1 heure et de pouvoir le faire assez facilement, c'est pas forcément à la portée de n'importe qui a lancé une boîte de grading. Et en plus, c'est aussi dépendant du matériel, parce que si vous avez, je sais pas, une soudeuse qui soude pas du tout en mode presse et qui soude différemment, si vous faites vos étiquettes différemment, vous pouvez vous retrouver à passer 15 ou 20 minutes, je pense, pour grader des cartes, quoi. Pour grader une carte, je veux dire. Parce que vous êtes bloqué par quelques process qui ne sont pas organisés pour faire de la série. Donc là, si vous gradez une carte en 20 minutes, c'est mal barré, hein. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très très mal barré. Donc reste à avoir la question de comment avoir des commandes. Donc au niveau CG, on a fait 2 ans de grading uniquement service. Quand j'étais avec mon équipe, on était 4. Et en fait, on a eu du mal à trouver le modèle économique parce qu'on était ric-rac. Déjà, on avait quand même un peu du mal à délivrer le volume, parce qu'en fait, moi j'étais en train de manager et je savais pas manager, et j'étais en train de gérer la boîte et de faire de la gestion et d'essayer de trouver un moyen de trouver des commandes, de faire de la pub et tout. Donc de toute façon, le début d'une société, on se disperse énormément et on est quand même vachement moins focus sur ce genre de choses. Et le niveau de commande qu'on a eu, il était assez élevé. Enfin, on devait quand même pas mal bosser. On a fait des dizaines, enfin des milliers de gradations à ce moment-là. Mais le problème, c'est que si vous avez... Ouais, alors, du coup, il y a un autre sujet, c'est le combien coûte une SAS grading tous les mois. Ouais, avec un S, peut-être, c'est mieux. Tous les mois. Et ben en fait, la question, c'est que quand vous avez une société de gradation, vous avez besoin de pas mal de choses. Déjà, comme vous êtes une société, vous avez besoin d'un comptable. En plus, vous avez quand même beaucoup de lignes. En fait, surtout après, quand on a commencé à faire de la commercialisation. Donc, votre comptable, il coûte assez cher. On va dire au moins 400 balles par mois. Vous avez une assurance qui coûte au moins 100 balles par mois. 130, 140, 150, pour pouvoir justement assurer un petit peu et sécuriser l'activité si jamais vous recevez une carte, genre par exemple un Pikachu Mario à 12 000 balles, donc vous avez quand même intérêt à ce que ça se passe bien et que la carte elle puisse retourner chez le propriétaire dans le même état qu'elle est arrivée, avec son boîtier, etc., etc. Donc voilà, ça c'est aussi le genre de choses. Et après, bon, vous avez d'autres trucs, vous avez des frais bancaires qui sont genre au moins, maintenant c'est 150 balles par mois, quoi. Enfin, ils se mettent bien, hein. Et ainsi de suite. Et vous avez aussi, si vous avez une boutique avec des abonnements, vous devez payer des abonnements. Si vous avez des lignes téléphoniques, vous devez payer des lignes téléphoniques, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et comme je disais aussi tout à l'heure, c'est si vous avez du matériel qui se détruit, vous devez payer ce matériel-là. Donc, nous, on a eu la chance de pouvoir emprunter pour pouvoir acheter du matériel au niveau bancaire, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et aussi sûrement parce que l'apport en capital sur la société était assez élevé, donc on a emprunté pas mal d'argent. Et en fait, si vous avez de la chance et que votre matériel il est robuste et qui dure longtemps, en fait vous avez une dotation aux amortissements qui est trop élevée, donc à un moment donné vous êtes gagnant, vous n'avez pas besoin de remplacer le matériel tout de suite. Mais si vous partez du principe que votre matériel il s'abîme aussi rapidement que la dotation aux amortissements, ça veut dire que vous devez continuer de payer tous les mois une partie du matériel, l'usure du matériel. Là actuellement c'est 700 € par mois. Donc normalement, c'est vraiment une dotation qui est très forte par rapport au type de matos qu'on a. Enfin, l'imprimante qu'on a, c'est une vraie imprimante qui coûte assez cher. La presse, c'est du matériel qui a un usage normalement industriel qui est vraiment très très élevé. Enfin, on parle peut-être de milliers, voire de dizaines de milliers de pièces par jour. Alors que nous, on a cet usage-là annuel. Donc au final, modulo de ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un usage de ces différents matériaux, de ces différents outils qui est anecdotique par rapport à leur usage qui a été pensé au niveau de la structure de ces trucs-là, quoi. Bref. Donc ça veut dire que la société, je vais arbitrer à 2000 balles en lissant quelques trucs, 2000 balles par mois.
Donc ça veut dire que quand vous commencez à gagner, je sais pas, 100 balles par jour, le 21 du mois, l'argent qui tombe commence à tomber pour vous. Donc ça veut dire que ça fait quand même pas mal de jours. Et au niveau de l'humain, mettons que vous faites des petits contrats avec une convention collective, faire un contrat de 24 heures, ça coûte à la boîte 1300 € par mois, plus quelques charges, donc plutôt quasiment 1350, 1400, notamment de gérer les payes, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais gérer la paye, ça coûte une fortune, hein. Enfin, je veux dire, c'est juste faire une fiche de paye où il y a écrit combien vous êtes payé, fait par l'entreprise, c'est une mafia non négligeable, quoi. Enfin, c'est un gros truc. Donc ça coûte assez vite très cher. Donc quand vous avez 3 salariés, 1300 x 3, ça fait 3900, et que la boîte coûte 2000 €, ça veut dire que vous devez trouver 5900 €. Tac, 5000 € 900 par mois, pour gagner, pour vous en tant que patron, gagner 0 en travaillant, hein, je veux dire, vous n'êtes pas en mode vous foutez rien, quoi. Et vous gagnez 0, et la boîte gagne 0. Donc, ça, et 5000 balles, je sais pas si vous voyez un peu le truc, mais donc on va retrouver une nouvelle page. Parce que dans l'exemple de tout à l'heure, qui est quand même assez flagrant, on a gagné 85 €, mais pour une commande de 157 €. 25, je sais plus. Enfin, 157 €. Donc, ça veut dire que si vous devez gagner 5900 divisé par 85, ça fait 69,4 commandes, et 69,4 fois 157, ça fait 10 900. Donc là, ce que je fais comme calcul, c'est pour dire, si vous voulez juste équilibrer votre boîte, juste être à l'équilibre, donc payer 3 salariés et payer la boîte, faut faire quasiment 11 000 € de commandes modulo, avec des commandes de 11 cartes. Parce que si vous faites des commandes de plus petite taille, vous allez payer beaucoup plus de frais de port, etc., et beaucoup moins d'argent que vous allez récupérer. Mais partons du principe qu'il y a aussi des commandes plus importantes de 50, de 100 cartes sur le mois. Imaginez faire juste 11 000 de CA, ça permet a priori de juste payer les frais, mais de pas pouvoir investir et de pas pouvoir vous développer. Donc là, on comprend que la masse salariale, elle doit être mobilisée pour trouver des commandes, sinon ça le fait pas. Après, si on fait 64, 69 fois 11, ça fait 759 gradings. Et 759 gradings, moi, si je suis motivé, je peux les faire dans le mois tout seul. Donc ça veut dire que je pense on est abouti les process de manière beaucoup plus efficace maintenant que la première année, ce qui est logique, hein, enfin on va pas se leurrer. Mais faut aussi prendre en compte tout ce qui va avec, parce que si vous avez 750 gradings à faire, ça veut aussi dire qu'il y a aussi pas mal de messages. Vous devez communiquer avec les gens, vous devez parfois les convaincre, vous devez parfois expliquer des choses au téléphone. Donc le fait de faire 11 000 de commandes de service, ça nécessite aussi énormément de communication. Et puis aussi, il y a de la négociation qui rentre assez rapidement en compte. Parce que si quelqu'un vous commande 50 gradings, mais qu'il est pas sûr, etc., il y a un monde assez rapide où vous allez réduire les frais, enfin réduire le prix de votre service. Et de toute façon, même toutes les boîtes de grading qui proposent de faire des grosses commandes vont réduire les prix. Moi, je pense que je fais un moins 15% sur 100 gradings ou plus. Et 100 gradings, c'est beaucoup, quoi. Donc une réduction de 15%, c'est une réduction sur le prix qui est assez élevée. Donc, par rapport au travail, parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, ce que les gens n'ont pas très bien compris dans le monde du grading, c'est que on s'en fout en fait de la somme que vous payez, quoi.
Ce qui importe, c'est le nombre de cartes que vous envoyez. Parce que si vous faites que du grading palier 1, le travail, il doit être fait, en fait. Donc, ça veut dire que si vous voulez vous payer, mettons que vous voulez gagner au moins 6 euros par carte, ça veut dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas baisser plus. Donc, c'est 6 le minimum. Enfin, chaque société de gradation, elle va définir un prix minimal pour la gradation. Et si vous voulez gagner 6, ça veut dire qu'il y a 20% de TVA, il y a machin, il y a les trucs, il y a le prix du boîtier, etc. Et donc, vous allez vous retrouver dans une situation où les différentes boîtes de grading, elles vont arbitrer sur entre, je sais pas, mettons, 8,5 et 10 euros, on va dire, en prix minimal. Et ce truc-là, il est irrépressible, dans le sens où si vous envoyez, je sais pas, si vous faites une commande de 200 cartes et vous arrivez à avoir ce tarif-là, si vous faites une commande de 2000 cartes, le tarif sera le même. Parce qu'en fait, faut bosser, le boulot doit être fait. Et c'est aussi un autre sujet, c'est que vous pouvez aussi vous retrouver en situation où vous n'avez pas de commandes pendant un certain temps et beaucoup de commandes à un autre moment. Et si vous avez une équipe de salariés, les salariés, quand ils foutent rien et qu'il n'y a pas de commandes, vous devez les payer. Et quand il y a trop de commandes et qu'on doit décaler et qu'on perd des délais de livraison, et ben dans ce cas-là, on perd en crédibilité et en plus, on doit bosser beaucoup plus à certains moments qu'à d'autres. Donc ça veut dire qu'il y a du yield management à faire et le fait d'être en attente de commandes, c'est difficile parce que si vous partez du principe que les gens ils vont essayer de, enfin vos salariés, en plus d'être gradeurs, ils vont prêcher la bonne parole et essayer de trouver de la clientèle, ça veut dire que c'est aussi des personnes qui ont plusieurs possibilités pour se développer quoi. Ils peuvent très bien aller chercher de la clientèle à gauche à droite. Mais ça veut dire que, comme un début de boîte, vous êtes dans une situation où vous voulez essayer de trouver des nouveaux clients. Alors, je sais que quelques boîtes de grading ont fait des schémas un peu différents. Donc, elles seront approchées de youtubeurs ou de vendeurs et elles auront fait des offres qui étaient intéressantes pour qu'ils puissent vendre des cartes. Il y a aussi le fait de travailler à vide, dans le sens où si jamais les sociétés de gradation elles n'ont pas de commande, elles peuvent se positionner sur un grading gratuit dans le sens où il y a juste les frais à payer quoi. C'est-à-dire que les salariés ils gagnent pas d'argent, enfin on fait juste c'est comme si je proposais des gradings à 2 euros, voilà ce que ça coûte, enfin ouais, 2,50 € avec la TVA et tout, mais grosso modo je pourrais proposer des gradings à 2,50 quand j'ai rien d'autre à faire. Mais le problème de ça c'est que vous allez mettre sur le marché un grand nombre de cartes qui n'ont pas été payés, on va dire le prix du service habituel. Et si vous le faites trop, bah vous faites de l'inflation sur votre propre marque. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin, les cartes qui valent un peu d'argent et la valorisation de la gradation sur le marché, elle va vers 2 euros quoi. Donc ça veut dire que c'est une carte qui coûte 2 euros à les grader, elle vaut 4 euros. Voilà. Donc si vous voulez faire ça à grande échelle, c'est aussi un coût que la société paye en termes d'image de marque sur le marché. Donc ouais. Donc ouais, une image de marque qui peut baisser un petit peu sur la valo, mais après c'est un choix. Moi j'ai choisi une fois qu'on a arrêté de faire que du service, parce qu'en fait comme je disais, faire 11 000 balles de service c'est long. En plus le début de la boîte, quand je vous dis là on était 4 au début et moi, je me payais pas. Enfin, la progression de la boîte était très, très aléatoire en fait. Et comme je dis, bah, si vous avez plus beaucoup d'argent, donc trésor faible et coût mensuel de 6 000 euros. 6 000 euros et encore, je pensais plutôt 6 500. Voilà, si vous avez une trésorerie faible et un coût mensuel de 6 000 euros, le jour où bah, vous faites un mois où ça rapporte 3 000, à la fin, c'est Bibi qui doit sortir les 3 000 qui manquent, quoi. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte un peu du truc que ça représente, mais quand vous avez déjà mis toutes vos billes, de l'héritage et tout, pour créer une société, et que tout est en place et tout, mais que s'il y a un mois où vous faites moins 3 000, vous devez payer les 3 000, bah en fait, vous pouvez pas, quoi.
vous pouvez pas, parce que si en janvier vous faites moins 3000, vous êtes sur un horizon moins 36 000, et moins 36 000, c'est pas valide. Donc il a fallu trouver une autre solution, et du coup on a arrêté le fait de faire que du service. Il s'est écoulé quasiment un an où j'ai essayé de redresser la boîte comme je pouvais, et j'ai tenu pour finalement pivoter et, euh, et faire un petit peu comme ce que je voyais énormément de personnes qu'on avait dans notre entourage CGG, c'est-à-dire de commercialiser les cartes, parce que commercialiser les cartes, parce que il y a un truc quand j'ai quand même appris, enfin il y a plusieurs éléments qui ont fait ça. Déjà, le premier élément, c'est que on avait des vendeurs qui arrivaient à vendre plutôt très bien des cartes avec certaines valos qui étaient délirantes. Enfin, il y a eu quand même une grosse hype dans les années 2023-2024, je pense. Et on voyait beaucoup de vendeurs qui vendaient des cartes à 1 euro, enfin qui cotaient 1 euro à 25 euros une fois qu'elles étaient gradées, avec énormément de gens qui achetaient, et surtout le fait de créer des lives et de faire vendre plein de trucs, quoi. Mais après, évidemment, le marché s'est assagi, parce que moi, je connais un peu les TCG quand même, j'ai un petit bagage. Comment je voyais ça, je savais que c'était une espèce d'euphorie, parce que le marché des TCG, normalement, il ne répond pas à l'offre. Et ce que je veux dire, c'est que là, il y a des gens qui décidaient le lundi matin, tiens, je vais mettre 200 cartes gradées en vente le soir même, je vais les vendre et je vais faire, je sais pas, 35% de marge ou 40% de marge sur ces ventes-là, quoi. Et du coup, le mardi, il recommence, et ça marchait, mais voilà, c'est pas infini. Et le jour où il n'y a pas 2 personnes au moins qui se battent sur les mises en enchère, eh ben, vos cartes, elles tendent à 1 euro, quoi. Donc dès qu'il y a plus de bataille, après les valos sont commencés à s'écrouler. Donc évidemment maintenant il y a quand même beaucoup de live, mais ça devient quand même plus technique. Et le fait de réussir à faire des grosses valos, c'est un peu du passé quand même. Enfin là, si vous faites quelques euros sur différents lives, etc., c'est déjà bien. Enfin, faut réussir à avoir plusieurs possibilités à son arc, et c'est possible. Donc le premier point, c'est a priori les gens arrivaient à vendre des cartes gradées CGG, donc c'était quand même déjà un vecteur qui était fat. Étant donné mes possibilités sur le fait de commercialiser, de stocker, enfin j'ai quand même pas mal de process sur la gestion des cartes depuis longtemps, vu que je fais de l'auto-entreprise en vente de Magic. Et donc ça me paraissait assez facile en plus d'organiser depuis CGG un shop, et aussi d'organiser le stockage, parce qu'en fait les cartes sont identifiées, quoi. Il y a un numéro d'immatriculation. Juste sur ça déjà, en fait, on peut classer les cartes par série. Enfin c'est un bonheur d'aller faire les pickings des cartes gradées, quoi. C'est tout est là, quoi. Enfin on se croirait dans un entrepôt Amazon, quoi. Donc c'est trop fat de pouvoir faire ça. Mais à côté de ça, il y a d'autres problématiques, parce qu'il y a aussi quand même une forme de conflit d'intérêt qui est, bon, je pourrais en reparler peut-être même dans une vidéo dédiée, parce que c'est quand même un sujet qui est pas mal, et j'ai vraiment beaucoup de trucs à dire là-dessus. Mais en tout cas, on a commencé à faire ça, et ça a plutôt bien marché. Et là, au bout de 2 ans maintenant, la boutique elle tourne, et on fait un chiffre d'affaires qui est supérieur à ce qui permettrait de payer quelques salariés, quoi. Et la valorisation des cartes, elle est lente, parce qu'on a une grosse partie de notre business qui se fait sur des cartes prix fixe. Ça a nécessité aussi un gros niveau d'investissement, c'est-à-dire qu'il y a il y a une grosse partie de valeur qui est dans du stock, et qui attend d'être vendu. Après, il y a les fluctuations de marché, etc. Et puis ça dépend vraiment de l'envie de la clientèle pour acheter telle carte ou telle carte. Et on essaye d'avoir une offre qui est quand même importante, mais on peut pas non plus développer un stock monstrueux, parce qu'on n'a pas les moyens. Et comme je disais, moi j'ai lancé cette société-là, j'ai mis tout ce que j'avais, quoi, et même plus, parce que j'ai emprunté, quoi. Enfin, j'ai vraiment mis tout ce que j'avais. Bon, je peux vous donner à peu près les chiffres, mais grosso modo, il y a eu à la création, on avait déjà quasiment 110 000, et après, ce qui s'est rajouté, qui a été réinvesti pour payer ce qui devait être payé, parce qu'évidemment, ça, on n'a pas fait d'argent pendant plusieurs années.
il y a eu 40 000 de plus. Donc, si vous avez moins de 150 000 euros, franchement, c'est pas forcément le bon business, quoi. Et puis même, de toute façon, enfin, moi, je vous conseille de bien réfléchir sur le fait d'avoir des astreintes, et d'avoir une obligation de travail pour pouvoir faire du chiffre, parce que si jamais votre niveau de valorisation de votre service il baisse un petit peu, ça veut dire que le temps de travail que vous allez devoir déployer pour gagner de l'argent, il va augmenter de manière exponentielle, quoi. Enfin, si vous gagnez 50 centimes de l'heure et que vous devez payer 5 000 euros à la fin du mois, je suis désolé, il n'y a pas assez d'heures. Il faut doubler le mois. Et pas dormir, pas manger, faire que travailler. Donc, enfin, voilà, c'est ça qui est vraiment important. Donc, voilà, on commercialisait les cartes. Donc, ça a été un des pivots qui a été lancé. Et le fait de commencer à connaître un petit peu le monde Pokémon, le marché Pokémon, le fait aussi qu'il y ait énormément de gens qui fassent à moitié des arnaques, qui fassent des trucs bizarres et tout. Et puis aussi au niveau des contacts textuels qu'on a eu avec certains clients qui avaient, on va dire, pour être vraiment très très sympa, juste du mal. Et puis là, on se rend compte que l'écrit pour des gens, pour réussir à communiquer de l'information, tout le monde n'est pas égaux, hein, clairement, et le marché Pokémon, il touche aussi une frange de la population qui est plutôt pauvre. Donc le pauvre, il est aussi dans l'éducation, etc. Donc il y a ce problème-là, et il y a aussi énormément de gens qui se tirent dans les pattes dans le marché des cartes. Après, il y a aussi les envois qui posent problème, parce que le mari du frère, du beau-frère de ma sœur, de ma cousine, de machin, ils ont perdu un colis une fois. Du coup, moi, j'envoie pas de cartes par la poste. Donc on va avoir des sujets comme ça. Et comme les gens sont pas forcément très éduqués, ils ont peur de se faire arnaquer, ils ont peur d'envoyer leurs cartes, aller sur un site, choisir des cartes qu'ils ont dans leur collection, créer un compte, s'enregistrer, commencer à passer commande, imprimer une facture, la mettre avec les cartes, bien protéger les cartes, se déplacer, faire un envoi, mettre une adresse, écrire des trucs, aller à la poste, attendre un temps indéterminé, en ayant payé avant, récupérer ses cartes, c'est un schéma qui est trop long, c'est trop compliqué pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Donc en fait, le premier frein au grading, c'est l'éducation des gens. C'est aussi le fait qu'ils aient de la valeur, c'est-à-dire qu'ils aient des cartes de valeur, qu'elles soient encore de valeur, pour que ça ne soit pas abîmé. Et après, il y a une souffrance dans le fait de pouvoir commander sur une société de gradation qui est extrêmement élevée. Donc moi, j'ai pas forcément la main sur le site, parce que le site, il a quand même des données un peu sensibles, notamment la gestion des immatriculations et le fait de passer les commandes. Mais si je devais le faire, je pense que je mettrais un bandeau déroulant qui va de 1 à 560. 560, c'est le nombre max que vous pouvez grader de cartes en une commande, du fait des contraintes de poids, etc. Je mettrai OK, vous cliquez sur OK, après il y a le total, vous payez et vous envoyez vos cartes. Je pense que avant de rendre les trucs compliqués, avant de rendre les informations à mettre pour les clients et tout, etc., je pense que vraiment le plus simple, ce serait de faire un truc comme ça. Je vais y réfléchir en vrai, hein, parce que bon, ça me paraît vraiment maintenant assez évident de changer totalement. En plus, on explique un peu aux gens de temps en temps que c'est pas là forcément la peine de mettre toutes les informations des cartes, parce que de toute façon, on ne s'en sert pas. Quand on fait l'identification des cartes, on a la carte en main et on doit se démerder pour réussir à avoir toutes les informations pour l'étiquette juste avec la carte. On se fie pas aux informations clients. De toute façon, il y a pas mal de fautes par rapport à l'identification, on va dire, officielle sur les standards qu'on a. Et il y a plein de gens qui vont mettre deux, trois trucs. C'est pas exactement ça qu'il faut mettre, quoi. Enfin, après, il peut pas savoir parce que c'est notre métier, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a beaucoup d'informations qui servent à rien. Et en plus, de temps en temps, on peut avoir des bugs et tout. Donc, la douleur d'un mec qui fait un listing de 20 cartes en mettant toutes les informations et tout, il clique, il passe à l'étape suivante, il passe à l'étape suivante, il clique, ça marche pas sa carte bancaire ou il y a un problème, et ben il revient tout au début, il doit tout recommencer depuis le début, c'est laisse tomber, quoi. C'est une souffrance qu'on a un peu, qu'on a laissé de côté. C'est aussi un autre sujet si vous êtes entrepreneur, c'est qu'il y a certaines batailles, en fait, vous pouvez pas les faire à ce moment-là, et elles sont mises de côté, et en fait, jamais vous revenez dessus, parce que vous êtes sur d'autres sujets, vous êtes en train de faire autre chose,
Et en fait, c'est vraiment, il y a beaucoup, on voit pas mes mains quand je parle. Et donc, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Enfin, je veux dire, il y a trop de choses. Il y a trop de choses, surtout quand vous êtes en France et que c'est la merde tout le temps, quoi. Donc voilà. Donc la commercialisation de cartes a été choisie pour plusieurs raisons. Déjà pour essayer de gagner un peu d'argent pour payer les frais de la boîte et puis pour essayer de monter un shop. Deuxièmement, le fait aussi de rendre accessibles les cartes directement, c'est-à-dire on met la carte, on fait tout le chemin, on prend la carte, on met les notes, on met en vente, et si vous voulez acheter telle carte, vous pouvez l'acheter directement, et comme ça, nous, on a juste à faire la commercialisation et l'envoyer. Mais pour le schéma de rentabilité, et ben là, en fait, le problème, c'est qu'il y a du travail supplémentaire qui est non négligeable, qui est de prendre des photos, d'avoir un shop, de répondre aux messages, et d'envoyer les cartes, d'avoir justement des astreintes d'envoi régulièrement, et de faire les paquets comme il faut, de faire des petits cadeaux, de faire des trucs et tout. Donc, ça rajoute quand même une autre dimension à la société de gradation, donc ça l'étend, et ce truc-là, il a bien fonctionné, d'autant plus que moi j'avais quand même, enfin, comme je dis, j'ai un bagage sur les ventes, etc. Donc là, depuis quelques temps, on fait du One Piece, ça a été un truc de dingue. Bon, tout ne se vend pas hyper vite, machin et tout, mais en tout cas, le public One Piece, contrairement au Pokémon, il est vraiment beaucoup plus international, quoi. Donc on touche des gens qui sont vraiment un peu partout dans le monde. On en voit aux Philippines, on en voit en Corée, on en voit, enfin, il y a énormément de fans One Piece à travers le monde, et c'est quand même assez agréable. Alors que en grading Pokémon français, même Jap, on va vendre quand même beaucoup à des Français, un petit peu un petit peu dans l'Union européenne, on va dire, un peu d'Allemagne, un peu d'Italie, etc. Mais on s'excentre pas, quoi. Après, ce qui se passe aussi, c'est que le marché des cartes, il a un gros problème, c'est que les US sont fermés au niveau courrier. Donc là, commencer à dire, ok, on fait des envois US avec de la douane qui coûte 40 et quelques euros, et ça devient galère de faire comprendre ça. Donc si quelqu'un va acheter une carte à 10 euros, bah ça coûte 50. Hein, c'est pas, et ça coûte 50, et nous on gagne quelques euros sur une carte à 10 euros pour une vente à 50, et on doit se taper des envois assez complexes, parce que faire des envois de douane et tout, c'est un envoi chiant, quoi. Enfin, c'est vraiment un envoi chiant par rapport à juste mettre dans une enveloppe, mettre un timbre France, un suivi, tac, envoyer, et pour gagner autant, quoi. Donc au final, c'est un gros problème, évidemment, que les US soient partis, mais je pense que les postes, on va dire, vont se réhabiliter avec les US dans quelques mandats principaux des États-Unis. Je dis principaux, hein, parce que bon, voilà. Donc ça pourrait être quand même mieux. Donc sinon quand même un petit mot sur... Non, même pas. Donc oui, je vais finir cette vidéo-là, je vais faire une autre sur la création d'une commande, parce que là j'ai fait quelques rachats pour un petit montant de 130 euros en 2 fois, donc j'avais une quarantaine de cartes, et j'ai commencé à refaire le schéma. Bon, j'ai pas fait toutes les vidéos, mais j'ai juste pris les timings, c'est-à-dire de reprendre en combien de temps je grade 39 cartes, et en combien de temps je les mets en vente, et je ferai la review, parce que là les cartes sont en vente maintenant, là elles sont été mises en vente hier, et elles se finissent mercredi prochain. Donc je pourrais faire le bilan financier, on va dire, de combien ça coûte, combien ça rapporte. Donc voilà, je ferai une autre vidéo pour ça. Mais sinon, l'autre point qui est intéressant sur la commercialisation de cartes, notamment si vous êtes sur une équipe qui doit traiter, on va dire, du grading, c'est que vous êtes donneur d'ordre. Alors après, il faut quand même avoir des cartes que vous avez achetées pas trop chères, ou à la limite les bonnes, parce que c'est quand même aussi risqué. Là, vous prenez une part de risque dans le mode où si vous dépensez 10 000 euros pour acheter des cartes et que vous les gradez et que vous les mettez en vente, il faut absolument que vous gagnez de l'argent. Enfin, il y a un niveau de risque qui est élevé. Si ça se vend pas, ou si ça se vend à un niveau de prix qui fait que vous gagnez pas d'argent ou quasiment pas, c'est pas bon. Si votre stock il tourne pas, ou si vous avez des prix qui sont totalement irraisonnés et il y a très peu de ventes, bah en fait vous êtes maintenant en besoin de trésorerie pour une activité qui est normalement de service et qui n'en a pas spécialement besoin. Et donc vous changez, enfin le métier il se duplique d'une autre catégorie de challenge et de buts qui sont différents. Donc bon, heureusement ça se passe bien.
Ça permet surtout aussi de faire du yield management sur la capacité de traiter les commandes. Si nous, on reçoit de l'externe, on va traiter les commandes externes en priorité. Peut-être qu'on est déjà actuellement sur le traitement d'une commande, donc on va déjà finir, parce qu'il faut pas trop laisser le truc en plan. On va finir la commande actuelle, même si c'est de l'interne, et on va directement basculer sur de l'externe pour donner la priorité à l'externe, parce qu'on a un timing à respecter. Enfin, là, on est sur 15 jours aller-retour, c'est-à-dire entre le moment où on reçoit et le moment où on renvoie, et ce délai-là, il est respecté le plus possible. Donc c'est aussi un engagement. Mais ça n'empêche que quand on gratte des cartes pour la revente, on n'est pas orienté faire surtout une revente préfixe, parce qu'il y a quand même aussi un schéma d'enchère qui se met en place. Mais ce que je veux dire, c'est que vous travaillez maintenant et vous allez récupérer les fruits de ce travail les mois, voire même pour une grosse partie des profits, si je puis dire, les années plus tard. Si vous faites une série de 100 cartes gradées et que vous arrivez à en vendre 3-4 par mois au début, bah vous avez quand même plusieurs années de stock devant vous. Et donc, évidemment, on peut partir du principe que dès que vous vendez une carte, vous faites un profit sur cette carte-là, mais par rapport à l'investissement juste monétaire et tout, le point mort, enfin, c'est un peu technique ce que je dis, mais le point mort, il va arriver peut-être à la 54e carte, quoi. Donc vous devez déjà vendre 54 cartes pour récupérer l'argent que vous avez investi, et vraiment numériquement parlant, juste sur la somme des comptes, vous allez gagner de l'argent à partir de la 55e carte, par exemple. Ça peut être, voilà, c'est un peu pris comme ça, quoi. Voilà. Bon, moi j'ai fini.